Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau talk show, un talk show que l'on va dédier à la domiciliation de sa société chez soi. Alors vous savez pertinemment que la plupart du temps, les idées, elles naissent dans une cuisine, dans un salon, dans une salle à manger. Et bien de façon très concrète, j'ai demandé à David. David, bonjour. Bonjour Patrick. David, on va parler donc de la domiciliation. On va commencer peut-être par rappeler un truc essentiel. Quels sont les avantages à domicilier sa société chez soi? D'accord? Alors, on peut parler d'argent quand même, parce qu'en règle générale, on demande un loyer. Alors qu'on soit locataire ou propriétaire, c'est toujours agréable d'avoir une source de revenus supplémentaire. En plus, c'est compatible avec l'ARE. Alors, il y a un peu de fiscalité, on en parlera rapidement. Et puis aussi peut-être la simplicité, tout simplement, de recevoir son courrier chez soi. Exactement. Quand on va créer son entreprise, une des premières questions qu'on peut se poser, c'est « mais où ?» C'est ça. Où? Alors là, on a pas mal de possibilités et effectivement une solution très simple, domicilier l'entreprise chez soi. On va revenir après sur la différence entre la situation sur nos locataires ou propriétaires. Globalement, ce qu'il faut avoir en tête, c'est où est-ce qu'on peut domicilier son entreprise. Eh bien, on peut le faire chez soi, on peut le faire bien sûr dans un autre local, si par exemple on a un local commercial dédié à l'activité. On peut également le faire dans une entreprise de domiciliation, avec quand même un inconvénient, c'est le coût, puisque du coup c'est une prestation payante. Alors, ce n'est pas le coût partout, dans toutes les sociétés de domiciliation, certaines sont quand même moins chères et offrent aussi d'autres services parfois. On peut effectivement avoir des espaces de coworking pour faire des réunions, on peut avoir également des prestations au niveau du courrier, donc ça peut être intéressant également d'étudier cette possibilité-là. Après, on va pouvoir également mettre l'entreprise dans une pépinière d'entreprise, où globalement il y a pas mal de possibilités. L'important c'est de s'assurer d'avoir la possibilité de recevoir correctement son courrier. D'accord, donc on a compris que c'était obligatoire d'avoir un siège social. Exactement. D'accord. Et donc, ce siège social, on va prendre cet exemple de le domicilier chez soi. Alors, peut-être rappeler quelques mentions obligatoires au moment où on crée sa société, une attestation de mise à disposition. On va peut-être rappeler aussi un élément fondamental lorsque l'on fixe son siège social chez soi, c'est de ne pas oublier de prévenir l'assureur pour avoir une assurance qui soit complétée, de telle façon à ne pas avoir de difficultés particulières. Quelque chose d'autre à rajouter dessus avant de commencer? Moi, je rajouterai une petite chose. Dès lors qu'on va domicilier son siège social quelque part, y compris chez soi, il faudra penser à se ménager la fourniture d'un justificatif. Pour qui? Pour le greffe du tribunal de commerce, qui le demandera pour l'immatriculation de la société. Alors justement, on va prendre les deux cas. Si tu veux bien, on va faire deux étapes. Je suis locataire et je suis propriétaire. On commence par le premier cas, qui est quand même le plus fréquent, c'est « je suis locataire ». Que se passe-t-il de façon très concrète? Est-ce que j'ai une obligation d'aller voir le propriétaire pour lui demander s'il accepte bien que je puisse exercer ou pas? Comment ça se passe? Alors, très concrètement, comment ça va se passer? La première chose à faire si on est locataire, c'est de regarder si le bail d'habitation que l'on a signé pose une problématique quelle qu'elle soit. Régulièrement, dans un bail d'habitation, il va être prévu l'interdiction d'une activité commerciale, d'une domiciliation de société et d'une sous-location. L'interdiction de la sous-location, du coup, va potentiellement poser problème, mais on va y revenir. Ce qui va entraîner obligatoirement la nécessité de demander l'autorisation du propriétaire. D'ailleurs, le greffe du tribunal, dans les documents pour la domiciliation, demandera qu'il soit au nom du propriétaire du siège social. Donc, très important, cette étape, demander au propriétaire et lui faire signer une autorisation de domiciliation du siège social. C'est le propriétaire qui signe. D'accord. Supposons que je n'ai pas envie d'aller voir le propriétaire ou que le propriétaire refuse. Est-ce que pour autant, je ne peux pas domicilier ma société? Pas de panique, Patrick, on a une solution. C'est très simple. Il est tout à fait possible, parce que c'est prévu par la loi, même si le contrat de bail s'y oppose, le code de commerce laisse la possibilité aux créateurs d'entreprise, donc associés dirigeants, de domicilier leur entreprise chez eux, mais avec une petite contrepartie, c'est pour une durée uniquement de 5 ans. Donc, c'est super important ce que tu viens de dire, c'est que le propriétaire soit d'accord ou pas, qu'on lui ait demandé ou pas, ça ne change rien. On peut commencer sa société chez soi en tant que locataire,
Mais il faudra que dans un délai de 5 ans, on ait trouvé une astuce pour régulariser cette situation. Exactement. Quelles sont les astuces? Globalement, au bout de 5 ans, on va pouvoir éventuellement, par exemple, tout simplement demander au propriétaire, à cette fois-là, s'il veut bien domicilier, qu'on domicilie la société à cet endroit-là. Dans ce cas-là, on pourra régulariser la situation auprès du greffe, aucun problème. Éventuellement, on peut transférer le siège social, le déplacer dans un autre endroit, où là, on pourra avoir plus facilement une autorisation. Par exemple, parce qu'on est propriétaire, ou parce qu'on a un bail commercial, ou un bail professionnel, par exemple, qui nous autorise à domicilier l'entreprise. Si on ne le fait pas, là, attention, potentiellement, le greffe est informé, et donc, ce qui peut se passer, c'est qu'au bout de ces 5 ans, le greffe du tribunal peut enjoindre la société à régulariser la situation. D'accord. Tout simplement. Et donc ça veut dire qu'elle peut le radier d'office s'il n'y a pas eu de régularisation d'effectuer. Exactement. En plus, en général, le greffe du tribunal vous laisse un très long délai de 15 jours. Oui. Les entrepreneurs savent très bien qu'en 15 jours, transférer un siège social, trouver un autre local, c'est très serré. Donc il vaut mieux avoir l'information avant et se préparer en amont pour organiser les choses. D'accord. Alors, domicilier sa société chez soi signifie que l'on peut tout faire, mais on ne peut pas, par contre, exercer d'activité. Par exemple, ce que tu disais, je peux très bien domicilier une boucherie chez moi, mais je ne peux pas exercer en tant que boucher à l'intérieur. C'est-à-dire que je ne peux pas mettre faire du stockage et les clients ne vont pas pouvoir venir. Et donc, de façon très concrète, mon siège social sera chez moi, mais par contre, l'activité devra être exercée ailleurs. Donc, c'est quand même un point qui est important. Exactement. Là, on est en train, effectivement, de parler de l'adresse administrative de la société. En jargon juridique, on parle du lieu d'atteinte juridique. C'est là où on va essayer d'atteindre le dirigeant, on va lui envoyer le courrier officiel, et donc c'est important de bien recevoir ce courrier. À titre d'exemple, si on ne reçoit pas le courrier, par exemple, le greffe du tribunal t'écrit, Patrick, et tu ne reçois pas le courrier, eh bien, le greffe du tribunal va recevoir un retour du courrier, n'habite pas à l'adresse indiquée. On pourrait se dire, bon, rien de grave, mais sur cette simple base, le greffe du tribunal peut décider de radier ta société du registre du commerce et des sociétés. Et alors là, je ne te raconte pas la galère, on se retrouve à devoir faire une requête auprès du juge et à engager tout un tas de formalités juste pour pouvoir retrouver l'inscription au registre du commerce. Et pour rappel, sans inscription au registre du commerce, c'est comme si ta société n'existait pas. Oui. Donc il faut vraiment faire avec des conséquences fiscales. Donc ce qu'on peut dire déjà à toutes les personnes qui créent leur société chez elles, c'est au moins d'aller voir leur boîte aux lettres et de mettre le nom de la société en grand, éventuellement de prévenir le facteur pour qu'il n'y ait pas de souci afin que les courriers du greffe ou de l'administration fiscale ne reviennent pas chez l'expéditeur. Et là-dessus, je vais faire un tout petit hors-sujet, Patrick, tu me pardonneras. Attention, des fois, lorsque vous êtes dans des rues où, par exemple, il n'y a pas de numérotation, ou que la mairie décide de changer le nom de la rue, ou la numérotation, ou d'attribuer simplement des numéros, cela génère un changement d'adresse à signaler au greffe, parce que potentiellement, si demain le facteur ne retrouve pas, ça serait vraiment dommage de se retrouver dans une situation pour ça, juste pour une décision municipale. D'accord. On a vu le cas du locataire. Voyons le cas du propriétaire maintenant. Quand on est propriétaire, les choses sont plus simples. Vu que les documents à signer pour autoriser la domiciliation doivent être signés par le propriétaire, il faudra quand même prendre quelques précautions, notamment si jamais on est dans une copropriété. Si on a un syndic de copropriété, il faudra vérifier que dans le règlement de copropriété, il n'y a rien qui s'y oppose. En matière de domiciliation du siège social, comme c'est une adresse administrative, il est assez rare qu'il y ait des contre-indications là-dessus. Ok, bon, David, il y a quand même un point sur lequel il faut quand même insister, c'est qu'à un moment donné, le dirigeant, qu'il soit propriétaire ou locataire d'ailleurs de son domicile, va se poser la question, est-ce que je domicilie ma société à titre gratuit ou est-ce que je le fais à titre payant? Alors, on peut toujours le faire à titre gratuit. Pour moi, ce n'est pas nécessairement la meilleure chose à faire parce que de façon très concrète, eh bien, il va s'interdire quelque part des rentrées d'argent qui coûtent beaucoup moins cher quand même qu'un salaire. Et de l'autre côté, il peut prendre de l'argent en guise de loyer. Mais dans ces cas-là, je suppose qu'il y a quand même un formalisme à mettre en œuvre. Et oui, Patrick, alors tu nous connais au juridique, on est comme ça. Dès lors qu'on va vouloir faire
un flux financier finalement, c'est-à-dire un loyer, ou même, on en reparlera peut-être après, des charges, il va falloir mettre en place une convention. Très classiquement, c'est quoi? C'est une convention de mise à disposition. C'est un contrat entre le dirigeant et la société, au terme duquel on va définir les conditions, notamment de rémunération de la mise à disposition. On va définir le local, la superficie louée, le loyer, les charges qui vont être reprises par la société. Et ce contrat permet, en cas de contrôle notamment, de pouvoir justifier des loyers versés. Donc, si on est locataire, eh bien, tout simplement, on va faire un point sur le montant du loyer que l'on paye. On va en profiter peut-être aussi pour regarder l'eau, l'électricité, puis certaines autres charges que l'on est amené à payer. Et puis, on va sortir son double mètre, on va essayer de voir quelle est la superficie que la société utilise. Bon, en règle générale, 30-40%. C'est ce qu'on a l'habitude de voir. Exactement. On a l'habitude de rencontrer quelque chose autour de 30-40%. Ça ne met pas la puce à l'oreille de l'administration fiscale puisque c'est cohérent. Éventuellement, ça peut être intéressant de regarder aussi l'échelle de superficie en fonction de l'espace mis à disposition par rapport à la totalité de la superficie du bien au total. Ça permet d'évaluer la cohérence. Oui, voilà, c'est ça. Parce que, somme toute, aujourd'hui, c'est quand même compliqué de déterminer est-ce que je travaille dans une pièce ou est-ce que je travaille dans un salon. Je crois que tous les Français aujourd'hui ont à peu près testé tous les endroits en matière de télétravail à son domicile, mais de façon très concrète, il faut avoir quelque chose. Donc, si je suis locataire, je vais donc m'assurer du montant annuel que je paye en tenant compte à peu près de tout. Je fais un prorata en fonction de la superficie. Je mets peut-être à part la box Internet dans lequel la répartition pourrait être différente, c'est-à-dire que je peux avoir 30-40% sur la superficie avec l'eau, l'électricité, tout ce qui va avec. Par contre, sur la box Internet, je peux très bien mettre 60 ou 80% de la somme si effectivement j'utilise principalement sur des fins professionnelles. Effectivement, souvent Internet, on va avoir une utilisation professionnelle importante. Par exemple, très concrètement, l'eau sera souvent moins utilisée. Donc c'est tout à fait justifié d'avoir une répartition personnalisée des charges qui vont être reprises. Bon, le tout, c'est d'être droit dans ses bottes, de telle façon à avoir quelque chose de cohérent. Voilà. Exactement. Maintenant, si on est propriétaire, bon, bah là, il n'y a pas de loyer, puisque le propriétaire, par définition, est propriétaire. Et donc là, il va devoir se préoccuper, en fait, de déterminer aussi une superficie, ça c'est super important, et d'aller voir sur des sites d'annonces ou de se renseigner sur la moyenne du prix au mètre carré, de telle façon à avoir quelque chose de cohérent. Exactement. De bons indices, la valeur locative du quartier, en regardant sur les sites. Et un autre indice qui peut aider, ce n'est pas forcément pertinent selon les conditions du prêt, mais c'est de regarder également s'il y a un prêt en cours, le montant du prêt mensuel. Ça donne régulièrement une idée globale de ce que ça peut donner. Bon, ok. On a parlé de ça, on n'a pas parlé de fiscalité. Eh non, mais il va falloir. Eh oui, eh oui. Alors, sur la fiscalité, selon qu'on est locataire ou propriétaire, les choses changent. Si je suis propriétaire, c'est le plus facile, ça s'appelle du revenu foncier. Et dans ces cas-là, soit on opte pour du revenu foncier, soit on est en micro-foncier, c'est le régime de principe désormais. Et si on est locataire, eh bien ce n'est pas du revenu foncier, c'est de la sous-location. Et donc là, c'est un petit peu compliqué, mais ce sera soit ce qu'on appelle du BNC, micro-BNC, ou du micro-PIC, selon que le bien est loué nu ou il est loué meublé. Donc voilà la fiscalité, je ne vais pas rentrer dans le détail, on a un article qui en parle, et de façon très concrète, c'est des choses auxquelles il faut effectivement faire compte, sachant que la fiscalité est quand même très modérée par rapport à cette situation. On va peut-être rappeler une petite astuce, parce qu'on a parlé de meublé, on pourrait rappeler à l'entrepreneur ou au dirigeant qui domicilie son siège social, qui peut prendre en charge aussi certaines factures, par exemple un agencement, un aménagement de son local. Il peut acheter aussi du mobilier ou tout simplement faire racheter son mobilier par la société parce que c'est la société qui l'utilise. Effectivement, c'est important à le faire. Là-dessus, mon tempérament de juriste implique de faire quand même un petit rappel. C'est important de pouvoir justifier que c'est bien utilisé par la société, ce matériel. Donc il faudra, on va dire, se limiter, on va dire, à ce qui est vraiment strictement utilisé par la société.
mais dans ce cadre-là, on est relativement libre quand même et ça laisse pas mal de possibilités. Ok, super. Eh ben, je crois qu'on a fait un bon rappel sur la domiciliation. Merci David. Merci à vous de Patrick. nous avoir suivis. Un grand merci encore et puis je vous souhaite une très bonne journée. À très vite. Au revoir.